Est-ce que vous avez eu l'occasion, je sais pas, de voir des erreurs dans le domaine symbolique? Des choses qui ne collaient pas et qu'il fallait rétablir? Parce que quand on a un esprit logique comme le vôtre, probablement, il y a des choses qui vous paraissent pas à leur place, par exemple. Ah oui, dans la tradition par exemple. Oui, Enfin, c'est dans ça, des certaines choses traditions. que vous avez envisagé de corriger ou de rectifier ou de compléter dans les savoirs traditionnels. Ouais, ouais. Bah, je me souviens de choses, mais c'est vraiment des détails. Hein. Oui, Ça enfin, on m'a va commencer pas, par là. ça m'a pas vraiment marqué. Peut-être dans le cas du C. Est-ce que vous avez tendance à... Est-ce que tous les savoirs qui vous arrivent, est-ce qu'ils sont déjà sur le... Parce que le symbolisme, ça veut dire quand même une certaine exigence de cohérence, de logique, etc. Donc il y a parfois des savoirs qui vous paraissent bancals, qui vous paraissent désordonnés, désarticulés, non? Ouais, j'ai certainement dû avoir ça, mais je n'ai pas d'exemple en tête. Par contre, il y a des gens qui captent le symbolisme de façon intuitive. Et je me souviens par exemple avoir correspondu avec une personne qui a lu mes pages sur le caducée. Enfin non, elle m'a envoyé une peinture qu'elle avait faite avant de lire ma page. Et j'ai été sidéré. Tout ce que j'avais écrit sur le caducée, par raisonnement logique, on va dire, était sur sa peinture. Oui. Dans les moindres détails. Oui, Donc c'est quelqu'un qui n'est pas capable de dire deux mots sur le sujet, Oui. qui peint admirablement bien. voilà. C'est Oui. vraiment une approche complètement différente. Il n'y a pas que le rationnel. Bon, moi je suis aussi intuitif sur certaines choses. Voilà, donc là c'était sens contraire, c'était plutôt dans le sens de me conforter Oui. par rapport à quelqu'un qui avait une approche complètement complémentaire. Moi, ce que je parlais d'approche critique, si vous voulez, quelque part. C'est-à-dire, voilà, un texte, la chronologie, enfin, l'ordre des choses n'est pas satisfaisant. Ouais. L'ordre des choses a été perturbé. Ouais, je fais plus de lien entre le symbolisme et le monde matériel, hein, parce que tout ce qui est sur le plan symbolique, on le retrouve sur le plan matériel. Dans un caducée, c'est extraordinaire. Oui. Un simple tire-bouchon, c'est un caducée, parce que vous avez Oui. un axe vertical, vous avez une hélice, vous avez les deux branches pour les ailes, Oui. c'est là où on met le couple, Ouais, ouais, ouais. pour le tourner. Ouais, ouais. Même une vis à bois. Enfin, alors le plus gros caducée, c'est l'éolienne aussi, Ah oui. parce qu'il y a des ailes qui tournent. Enfin, il y en a 3 pour les éoliennes et 2 dans le caducée. Il y a le mât central, c'est l'axe vertical. Les deux serpents, c'est les câbles électriques qui descendent et qui véhiculent du courant alternatif. Alternatif, c'est le serpent. Et là, au centre de la croix, ça ressemble un peu à une croix, il y a un alternateur qui fait transformer le mouvement mécanique en mouvement électrique. C'est là que tout se passe. Donc en lisant le monde, quelquefois je rectifie certaines choses en partant du monde matériel. D'accord. Par exemple, le mot âme, j'étais très perplexe quand tu as donné une définition un peu logique par rapport au mot âme. Alors, vous avez trouvé quelque chose. Dans le monde matériel, on l'utilise 3 fois. Le violon, Oui, l'âme, c'est une petite pièce de bois qui relie Ouais, la ouais. table d'harmonie en haut avec les cordes et le fond. Et elle est chargée de transmettre les vibrations entre les deux plateaux. On l'utilise en métallerie, avec ce qu'on appelle les poutres métalliques en hache, ou même en bois. Il y a un dessous, on appelle des semelles, et une partie verticale. Et la partie verticale, qui est toute fine, s'appelle lame. Et Et on troisièmement, l'utilise dans les câbles électriques. Bon, là, c'est plus la version verticale, c'est la version circulaire. Lame d'un câble électrique, c'est la partie centrale qui est en cuivre. Et c'est là que tout se passe en fait. Le reste du câble, c'est que pour protéger l'âme. Le corps, la protection et alors vous en tirez quoi comme conclusion de ces informations? Eh ben Vaut mieux. justement, c'est que dans ma vision corps, âme, esprit, qu'est-ce que c'est que ces 3 choses-là? Le corps, bon, c'est assez simple parce qu'on peut le toucher, on peut le conceptualiser avec les atomes, etc. L'esprit, on peut penser que c'est nos pensées, nos concepts, etc. Et l'âme, c'est ce qui relie les deux en fait. Donc tout ce qui va être du monde émotionnel. Émotionnel, ressenti. Alors c'est très simple, hein, mais enfin, dans la pratique, c'est très compliqué. Si j'essaie de résumer le Oui. plus possible, je Voilà. dirais ça. Oui, c'est ça. Et j'ai Oui. expliqué, mis des mots sur âme à partir de la technique en fait. Voilà, donc voilà, c'est intéressant. Donc vous avez nourri votre réflexion symbolique à partir des usages techniques. Vous avez d'autres exemples comme ça qui vous viennent Celui-là, c'est plus Votre, la méthode ACAR. Oui, j'en ai certainement d'autres. Ah bah oui, il y a l'arbre. L'arbre en tant que lien entre ciel et la terre. Alors ça, c'est connu. Parce que en fait, toute la matière organique qui est sur Terre,
c'est l'arbre. Quand je dis l'arbre, je dis le monde végétal. Hein, évidemment, Alors, étymologiquement, symbole, c'est quand on relie des choses entre elles, c'est ça? voilà, c'est signe, ça veut dire ensemble, c'est ça. Oui. Et bol, mettre tout dans le même bocal ou bol. C'est ça. Oui, alors que ou alors ce sont deux objets qui étaient séparés. C'est comme un billet de banque qu'on couperait en deux, Ouais. et puis à un moment donné, on le recolle. Voilà. Et il faut le bol, comme on fait la salade dans Oui. le bol, on mélange tout. Et dans le dalar, par exemple, ce qui capte l'énergie du soleil, c'est la feuille. Et la feuille, ça commence par F-E-U, donc feu. Il y a les deux ailes. Parce que Ah oui, l'énergie, oui. Oui, je crois que vous aimez bien réfléchir sur un peu de manière lacanienne comme ça, sur le les jeux langage de des mots. oiseaux. Oui, Le langage des oiseaux. voilà. Et même dans les racines, on retrouve Ra. Ra, c'est le dieu soleil. Hein. Parce qu'en fait, ce que fait un arbre, c'est qu'il capte l'énergie du soleil et il la met dans ses racines pour passer l'hiver. Mm. Parce que nous, on est en quelque sorte dans l'hiver de l'humanité. Pour le Kali Yuga, pour les Indiens, etc. Donc après cette ère de mousson, il y a le renouveau, le redépart, à partir de ce qu'on a emmagasiné Oui, ouais. et à partir d'un germe neuf. En fait. Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, c'est intéressant cette idée que l'arbre emmagasine de l'énergie. Ah oui, tout à fait. Ah Et oui. je m'intéresse à l'énergie solaire aussi. Et si on veut vraiment être autonome avec l'énergie solaire, il faut la stocker en été. Alors on peut le faire avec de l'hydrogène, c'est plus technique, mais c'est un peu le même principe. Et comme ça, en hiver, on peut restituer cette énergie en faisant de la chaleur, de l'électricité. L'hydrogène sert à stocker. Parce que vous avez quand même des connaissances scientifiques et techniques assez poussées finalement. Oui, mais je suis ingénieur thermicien. Donc. Oui. Donc c'est intéressant de voir comment un ingénieur appréhende justement ces questions symboliques. Oui, mais c'est complémentaire. D'ailleurs, dans le monde du chauffage, quand on dessine une installation de chauffage avec des chaudières, des radiateurs, il n'y a que des symboles. La Oui. pompe, c'est un cercle avec un triangle, Oui. un radiateur, c'est un carré, une clapet en tire-tour, c'est un triangle avec une barre. C'est que des symboles. Donc Les vous êtes électriciens, pareil d'ailleurs. donc oui, parce qu'à ce moment-là, on pourrait penser aussi aux symboles mathématiques. Oui, parfois. Alors effectivement il y a des disciplines comme les mathématiques, la musique, où il y a beaucoup de symboles, Sauf et si même on joue- même le langage aussi. Ah, il y en a qui jouent à l'oreille, Django Edwards. Oui, joue on à n'a pas, l'oreille, justement, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de ce symbolisme pour jouer. De même que les mathématiques, bon, on peut très bien formaliser, on peut très bien avoir des intuitions qui ne passent pas par la mathématique, mais qui peuvent être ensuite transposées sur le plan symbolique. Le symbole, c'est la porte de passage pour changer de plan, en fait, entre le conceptuel, le réel. Et ça permet aussi, alors moi, si je voulais renverser les choses, je dirais que ça permet à des gens qui ne connaissent pas la réalité d'y accéder par la voie du symbole. Voilà, ça marche dans les deux sens. Et donc à ce Comme une moment-là, porte, prenons par exemple quelqu'un qui ne connaît pas un sujet, eh bien il va lire un texte, et même à voix haute, il va lire un texte, et ce texte va l'amener à connaître ce sujet. même s'il ne comprend rien au départ, il va être son subconscient va être imprégné et ça va faire comme des germes qui vont stimuler sa conscience, sa compréhension. Et des fois, on lit un bouquin, on ne comprend rien, on revient 6 mois après ou un an après, c'est plus clair. Alors justement, à ce propos, parler de technologie, qu'est-ce que vous pensez comment font les machines? Alors les ordinateurs, ça fonctionne comment? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ils ne connaissent la réalité qu'à travers le symbole finalement, à travers des signaux. Oui, on appelle ça des programmes, mais bon, un programme c'est ça, c'est un certain nombre de fonctions mises bout à bout qui peuvent se symboliser par des symboles aussi. Mais dans la réalité physique, c'est justement uniquement des circuits électriques qui sont conducteurs ou pas, et ça change à des vitesses phénoménales quand on a des traitements complexes à faire. Alors justement, dans le domaine de la technique, on retrouve des problématiques masculin-féminin. Par exemple, la prise mâle-femelle, par exemple la carte qu'on met dans une fente, c'est un acte presque sexuel. Oui, et même les informations, c'est toujours 0 ou 1. On a toujours Oui. la polarité entre le 0 et le 1, qu'on pourrait associer au blanc et au noir, ou la lumière aux ténèbres. Oui, Il y a une chose qui m'est revenue, c'est à l'esprit. oui, la symbolique de l'outil en général. Parce que certains disent que l'ordinateur, ça va devenir plus intelligent que l'homme, etc. On commence à fantasmer là-dessus. C'est vrai sur des points précis, on sait faire des ordis qui vont plus vite, qui battent les joueurs d'échecs, etc. Et c'est jamais qu'un outil en fait. Oui.
Parce que moi, pourquoi j'utilise un marteau pour planter un clou? Parce que si je le fais avec ma main, ça va pas le faire, je vais me blesser. Donc le marteau est un outil au même titre que l'ordinateur. Et on continue aujourd'hui à utiliser des marteaux, bien qu'il y ait des ordinateurs. Donc ces outils, pour moi, ce sont un peu des béquilles de l'humanité. Oui. C'est-à-dire quand quelqu'un sort de l'hôpital avec une béquille, il y a deux lectures. On peut lui dire, oh dis donc, heureusement que tu as une béquille, au moins tu peux marcher un petit peu. Alors qu'un autre va dire, oh là là, mon pauvre, tu es handicapé, ce serait drôlement mieux si tu marchais sans rien. Et tout le monde matériel, même la technologie et le monde matériel dans son ensemble, je vais loin, c'est les béquilles. C'est une forme d'aliénation. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Dans la mesure où nous sommes tombés dans le trou, dans la matière, etc., tant que nous n'aurons pas réussi à ressortir de là, nous serons en fait prisonniers des machines, qui d'un côté nous aident, et de l'autre côté nous asservissent. Oui, alors justement, comment faire pour ne pas être asservi? Il faut déjà mieux savoir utiliser son propre corps ou son propre cerveau, sa propre mémoire, plutôt que de... On peut aller jusqu'à la transcendance en reprenant l'exemple que j'ai indiqué. Le royaume des cieux, à partir du moment où le royaume des cieux on le vivra consciemment, on n'aura plus besoin de tout cet attirage, je pense. On sera dans d'autres choses. Ah oui, d'accord. Donc là, vous y croyez à ça? Oui. Parce que tout à l'heure, je vous demandais quelles étaient vos croyances et finalement, on voit qu'il y en a quelques-unes. Vos attentes, vous avez des espérances. Non, mais c'est pas qu'une attente, c'est que j'ai vécu des moments d'éveil. Bon, d'accord. J'ai touché du doigt, effleuré du doigt certaines choses. Ah, bon. Sinon, j'y croirais pas. Hein. Oui. Alors, c'est de la NDE, c'est quoi Non. Oui, ça ressemblait un peu à de la NDE, ce que j'ai vécu. Sauf que moi, c'était une rencontre amoureuse, donc c'était beaucoup plus agréable. Il y avait quelque chose de miraculeux dans cette rencontre amoureuse? Ah, oui. On ne peut pas en parler alors? Aussi, moi j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Sur mon site internet, j'en parle. Et donc vous pouvez en reparler brièvement, oui. pour compléter. Quand on vit ce genre de choses, qu'ont eu les gens qui ont fait des NDE, c'est que c'est pas possible à décrire, parce qu'il n'y a pas de mots pour ça. Ah, oui. Donc il faut utiliser des allégories, même quand on est poète, c'est pas bien. Disons, on pourrait appeler ça des états de conscience modifiés. Oui. Et donc j'étais en cours d'une relation amoureuse, à la suite on va dire, dans des états où je n'étais plus dans ce monde en fait. Mais en y étant encore, c'est ça qui est très difficile. Les états euphoriques en quelque sorte? Non, alors ça n'avait rien à voir, strictement rien à voir avec tout état humain que j'ai déjà connu. Ah bon, d'accord. C'était vraiment complètement autre chose. D'accord. C'était d'une puissance incroyable et d'une douceur infinie. Voilà. Et en fait, ça m'a complètement transformé, parce qu'à partir de cette date, ça a mis longtemps, hein, j'ai changé tout dans ma vie. Ah. J'ai changé de religion, j'ai divorcé, j'ai changé de métier. Et j'ai mis 10 ans avant de commencer à pouvoir mettre des mots là-dessus. Quel rapport avec la NDE? C'est une notion d'état de conscience modifié. Voilà. Ah oui, d'accord. Sauf que quand les gens font la NDE, ils sont vraiment carrément au-delà. Oui. Alors que moi, j'étais à la fois ici et maintenant, et dans une autre dimension. Et qu'en général, eux voient des choses, des tunnels de lumière, des choses comme ça. Alors que moi, je n'avais strictement aucune image. C'était le noir absolu, tellement noir que je pouvais le toucher. Et quel rapport avec l'expérience amoureuse? Parce que ça se passait dans le cours d'une expérience amoureuse. Ah bon? Et ça a été un élément déclencheur, l'expérience amoureuse? Ah oui, tout à fait. Bon. D'accord. Moi, je ne suis pas le seul à avoir vécu ça. Depuis, j'ai rencontré d'autres personnes qui ont vécu ça. Ah oui? Mais eux qui avaient déjà eu des expériences seuls avant, je crois. Alors que moi, c'était vraiment, j'étais vierge. C'était la première fois que ça m'arrivait. Alors vous avez parlé aussi du jardin d'Éden, enfin de la chute. Qu'est-ce que ça veut dire la chute dans votre esprit? Alors la chute, c'est la respiration naturelle. Enfin, c'est comme la respiration de Brahma, Big Bang, Big Crunch. C'est la vie de la pomme. La pomme sur l'arbre, elle tombe, c'est la chute. Elle pourrit, mais il y a des graines. Avec les graines, il y a un nouvel arbre qui pousse. Et ça recommence. Donc la chute n'est pas un truc monolithique pour moi, c'est un phénomène cyclique. Et je crois qu'il y a 5 religions qui ont ce symbolisme de la chute. Il y a le zoroastrisme, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Il y a plusieurs religions les tablettes sumériennes disent la même chose, des choses qui étaient bien avant l'Ancien Testament. Donc je crois que c'est un phénomène naturel tout simplement. Mais vous pensez la chute dans la Genèse?
Parce qu'il y a une autre explication de la chute de la Genèse, c'est l'exil. C'est-à-dire la peur de l'exil. Par exemple, chez les Juifs, justement, à un moment donné, ils disent vous risquez de devoir quitter cette terre, de devoir partir. Et c'est intéressant, c'est récité comme ça, Eretz Tov, c'est-à-dire que si vous ne respectez pas les commandements, vous devrez partir de cet endroit. Or, mais ça c'était dit à l'époque où les Juifs justement risquaient en effet d'être déportés. Vous savez qu'il y a eu la captivité de Babylone, etc. Enfin, il y a eu des trucs comme ça. Et donc, je ne parle pas de la Shoah. Et donc, on peut se demander si on n'a pas écrit cette parabole de Adam et Ève pour illustrer cette problématique de la chute. La chute, en l'occurrence, c'est sortir du jardin d'Éden comme on pourrait quitter la terre promise, si vous voulez. Donc à ce moment-là, il y a un mot que vous n'employez pas beaucoup, c'est le mot parabole, justement. C'est important, les paraboles. C'est-à-dire qu'il y a des récits. On sait, là, par exemple, je prends le problème à l'inverse. Je dis, est-ce que le jardin d'Éden, c'est pas une parabole pour parler d'un fait réel qui est la possibilité de devoir fuir un pays? C'est une représentation, on va dire, qui est abordable. Et donc à ce moment-là, le jardin d'Éden n'existerait pas. La chute de jardin d'Éden n'existerait pas. Ne ferait qu'illustrer une autre réalité à un autre niveau. Alors où est la réalité? Alors c'est intéressant de retrouver la source d'une parabole ou d'une légende ou d'une fable, parce qu'en fait, là aujourd'hui, par exemple, on a l'impression que la chute d'Adam, c'est une réalité. C'était peut-être au départ une parabole, mais c'est perçu comme une réalité. Ah oui, ça c'est l'aspect incarnation des choses. Donc il y a un moment donné où ce qui est symbolique, on ne sait plus si ça symbolise une réalité, ou si c'est soi-même une réalité. On ne sait plus si c'est une réalité ou la représentation d'une réalité. Alors c'est là que le symbolisme, en le reprenant à sa base, mais vraiment la base très inaltérable, parce que les cercles, les carrés, bon, si on travaille ce symbolisme, je pense qu'on peut faire le chemin inverse, c'est-à-dire repartir de l'image d'Épinal et d'essayer de reconstruire quelque chose, alors soit intellectuellement, soit avec ses sensations, qui soit la vérité originelle. Oui, parce qu'on a parfois le symbolisme, mais on doit revenir à se demander qu'est-ce que ça symbolise, voilà. ou plutôt qu'est-ce que ça représente, à quoi ça fait allusion, à quoi ça fait référence. C'est comme quand on a retrouvé les écritures, les hiéroglyphes, on avait l'image, mais on ne sait pas ce que ça voulait dire. Donc il a fallu tout un travail pour retrouver le sens véritable. Et donc là, je pense que c'est vrai pour beaucoup de choses, hein, parce que les symboles, enfin les petites histoires comme ça, les petites scénettes, l'avantage, c'est qu'elles sont plus facilement mémorisables par des enfants ou des peuples que de parler de choses très abstraites. Oui, mais là, on peut aussi dire la même chose, par exemple, nous allons parler de la croix. Est-ce que la crucifixion a existé ou est-ce que c'est simplement une représentation symbolique, par exemple, de la croix, justement? C'est-à-dire, à un moment donné, on s'aperçoit que ce qui était peut-être purement symbolique est devenu presque un fait historique. Comme les images d'Épinal, on croit que c'est l'image qui est vraie, alors qu'en fait c'est qu'un... C'est le problème de la carte et du territoire aussi. Alors en mathématiques, il y a un exemple amusant, c'est que quand un professeur veut expliquer les divisions, par exemple, à ses élèves, c'est une notion abstraite la division, donc il prend un gâteau, il le coupe en deux, et bien voilà, maintenant j'ai deux gâteaux, non j'ai deux parts de gâteau. Après il le coupe encore en deux, ça fait 4. Alors là, il y a deux sortes d'élèves, il y a ceux qui vont capter l'abstraction, capter que ce qu'on fait avec un gâteau, on peut le faire avec n'importe quoi en fait. Et ceux qui vont penser que les mathématiques c'est du gâteau. Alors que non, c'est pas de la tarte, les mathématiques. Bon, ben écoutez, je vous remercie pour cette fin très accardienne. L'humour de Yves Accard, oui.